Nous allons vivre notre deuxième temps. Donc ce matin, nous avons une présentation du dispositif de l'appui au dialogue social de Michel Perrault. Et puis des échanges, vous avez pu poser quelques questions. Ce deuxième temps va être consacré donc, à une table ronde où, de près ou de loin, l'ensemble de ces acteurs ici présents ont le souci de la prévention des risques psychosociaux. Voilà. Donc, nous avons des représentants syndicaux et patronaux et salariés. Nous avons une ancienne juge au tribunal de Prud'homme. Nous avons un médecin du travail. Nous avons un inspecteur du travail. Et nous avons une responsable de ressources humaines d'une grosse PMI. Et un petit chef d'entreprise. Voilà. Donc, Françoise va animer les débats. Voilà, je passe la parole. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais poser des questions aux personnes qui sont autour de la table ronde. Et bien évidemment, en fait, le but, c'est que ce soit interactif. Hein, donc n'hésitez pas à intervenir ou à poser des questions une fois que le débat ou la réponse aura été apportée. Ce que je vous propose, c'est juste, si vous posez une question, juste de vous présenter, de dire ce que vous faites, pour qu'on puisse situer déjà qui vous êtes et votre profil. Est-ce que c'est OK pour vous tous? C'est bon? Alors, je vais commencer, si vous le voulez bien, par Dr Chambéron, médecin du travail. Et je voulais donc vous demander, dans votre pratique, qu'en est-il des risques psychosociaux à ce jour, en tant que médecin du travail? Bon, donc, les médecins du travail, si vous voulez, on a souvent été confrontés à des risques, à des sujets qui ont demandé quand même beaucoup de réflexion. Il y a eu l'amiante, bien sûr. Il y a eu les risques chimiques, qui sont toujours, bien entendu. Et puis, depuis quelques années, est émergé quand même un risque qui s'appelle les risques psychosociaux. Alors, pour tous les grands sujets, on a réussi plus ou moins à mettre en place une surveillance, à mettre en place une surveillance des salariés, des moyens de prévention aussi. Mais pour les risques psychosociaux, j'avoue que même s'il y a beaucoup de travail qui se fait en ce moment, nous restons quand même un petit peu démunis. Pourquoi? Parce que c'est des risques qui sont multifocaux. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être le stress au travail, parce que des gens ont des objectifs qui sont parfois difficilement réalisables, parce qu'il y a de la violence interne ou externe. Cette violence, elle peut s'exprimer en interne, parfois dans les relations entre les salariés ou avec les employeurs ou les cadres. Ça peut être des violences physiques ou des violences morales la plupart du temps. Et évidemment, ça peut être des violences externes pour les gens qui sont exposés au public. Hein. On peut citer par exemple à Pôle emploi quelqu'un qui s'est ramassé un téléphone portable sur la figure. Voilà, parce qu'on fait venir la personne de je ne sais pas où pour lui dire maintenant de toute façon il n'y avait rien pour vous. Les gens sont excédés, sont à bout et il y a de la violence. Alors voilà un autre facteur. Bien sûr, il y a le harcèlement moral, il y a le harcèlement sexuel, ça c'est évident, pas encore complètement défini par la loi, mais enfin bon, ça existe, même s'il n'y en a pas énormément quand même. Ou alors, ce n'était pas assez dit. Enfin voilà. Il y a aussi le problème des gens qui sont dans des situations économiques difficiles parce qu'il y a des suppressions d'entreprises ou il y a des suppressions d'emplois. Donc il y a la peur du chômage derrière, qui crée bien sûr de l'angoisse. Il y a aussi, il faut le citer, la précarité de certains emplois. Hein, et ici, on est dans une région touristique, il y a beaucoup de saisonniers, qui n'ont que ça, justement. Ou alors les intérimaires, ou alors des gens qui ont des contrats à temps partiel. Tous ces gens-là vivent bien sûr difficilement, et pour eux, cette vie difficile retentit à la fois sur le travail, sur la vie personnelle et sur tout le reste. Voilà. Et alors, donc, ce que je voulais dire surtout, c'est que nous, au niveau des médecins du travail, depuis quelques années, il y a de plus en plus de demandes de consultation pour ce genre de troubles. C'est chronophage comme consultation. Ça nous prend beaucoup de temps. Et je dois l'avouer, et ça c'est un sentiment que j'ai partagé avec mes collègues, c'est pour nous très difficile. Très difficile justement parce que c'est varié, parce que nous sommes un petit peu démunis, hein, et nous sommes en plus un petit peu coincés par le secret médical. Forcément, les médecins du travail, comme tout médecin, sont soumis au secret médical. On ne peut pas dire ce qu'on veut. Donc,
On reçoit les plaintes, les souffrances. C'est pas facile, toujours pour nous, de les recevoir. Et bien sûr, nous devons essayer de faire quelque chose. Et c'est justement pas facile du tout, parce que même si on a certains outils, des moyens de prévention, chaque cas est différent, chaque cas est souvent difficile, chaque cas est douloureux. Voilà. Et moi, si vous voulez, je peux témoigner qu'au niveau des médecins du travail, maintenant, il y a une certaine souffrance, justement, due à ces risques psychosociaux et du ressenti des salariés, ou pas forcément des salariés, ça peut être des cadres, ça peut être des chefs d'entreprise, je veux dire, à tous les niveaux, on est la souffrance. Et cette souffrance, bien sûr, il vient la confier au médecin spécialiste du travail, c'est-à-dire le médecin du travail, qui lui-même, parfois, a du mal un petit peu à vivre cette souffrance. Voilà. D'accord. Ça signifie que vous êtes vous-même en souffrance, quand vous Alors, recevez cette souffrance et que vous vous sentez un peu désolé. Oui, il faut le dire, oui, tout à fait. Et ça, depuis quelques années, depuis qu'il y a une émergence de plus en plus grande des risques psychosociaux. Donc, est-ce que ça signifie qu'il y a encore des progrès à faire dans la prévention même des risques psychosociaux, que peut-être ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on aimerait C'est quelque chose qui démarre un petit peu, plus comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est multifocal, donc c'est un petit peu difficile, mais on a quand même quelques moyens pour lutter contre ça. Alors bon, déjà, quand il y a des dysfonctionnements importants dans une entreprise, le médecin du travail peut faire, en respectant le secret médical, une lettre d'alerte à l'employeur en disant « Écoutez, vous avez des dysfonctionnements dans votre entreprise », ou alors des risques, entre guillemets, psychosociaux insuffisamment maîtrisés. Donc l'employeur ayant une responsabilité de ce côté-là, il est bien obligé de tenir compte de cette lettre. Il y a aussi, pour certaines entreprises qui en ont, un CHSCT, Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, pour les entreprises qui ont plus de 40 salariés, où là, le médecin du travail est présent avec l'employeur, avec les syndicats ou les délégués du personnel, où le médecin du travail a un avis consultatif. Mais c'est un lieu d'expression où on peut parler justement de ces problèmes. Il y a d'autres moyens encore. Il y a par exemple le plan d'activité du médecin du travail. Le médecin du travail, pour certaines entreprises, peut avoir un plan d'activité. Alors, je vais vous citer un exemple bien précis qui me concerne. Une maison de retraite dans la région dont je suis le médecin du travail, où il y avait d'énormes problèmes. Depuis que j'ai pris cette maison de retraite, il y a toujours eu des conflits. Voilà. Ces conflits se sont exacerbés parce qu'il y a eu un mini-scandale qui a entraîné le départ un petit peu de toutes les têtes de cette maison de retraite, directeur, comptable, infirmière, coordinatrice, tout le monde est parti. Et il a fallu reconstruire. Donc mon plan d'activité, avec l'aide d'une psychologue du travail qui travaille donc dans notre service du travail, nous avons organisé un suivi avec la nouvelle direction, avec les représentants du personnel. Voilà. Et on organise un suivi, ce qu'on appelle le plan d'activité, de cette entreprise avec différents points. On se réunit tous les 3-4 mois où on leur demande où ils en sont un petit peu, est-ce qu'ils progressent sur la convention collective, est-ce qu'elle a été signée, parce que ça débouche sur de l'argent qui permet d'embaucher des gens, qui permet d'éviter aux salariés d'être en surcharge de travail, qui leur permet donc d'éviter d'être en souffrance. Voilà. Tout ça, c'est un petit peu, ça fait partie du plan d'activité. Il y a aussi également la fiche d'entreprise. Alors la fiche d'entreprise, bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une fiche que le médecin du travail doit remplir avec l'employeur où il définit les risques auxquels sont exposés les salariés. Alors, bien sûr, on pense aux risques chimiques, aux risques infectieux, mais il y a aussi les risques psychosociaux. Et cette fiche d'entreprise est importante parce que le médecin du travail peut signaler dans cette fiche d'entreprise les risques psychosociaux par des indicateurs indirects, et cette fiche d'entreprise est consultable par l'inspection du travail. Comme nous sommes liés au secret médical, nous pouvons prévenir l'inspection du travail par le biais de cette fiche d'entreprise. Alors évidemment, ces arguments, ces indicateurs, c'est par exemple le turnover de l'entreprise. S'il y a un ratio visite d'embauche sur visite de salariés très élevé, ça prouve qu'il y a un gros turnover, qu'il y a beaucoup de salariés qui s'en vont, donc tiens, ça peut être. On peut aussi signaler, sans dévoiler le secret médical, le nombre de salariés qui trouvent qu'il y a des difficultés dans l'organisation, dans l'ambiance, le nombre de salariés qui prennent des traitements hypnotiques, le nombre de salariés, l'absentéisme, qui sont en arrêt, ou d'autres qui souffrent de telle ou telle pathologie plutôt mentale, voilà, dépression et autres, sans signaler bien sûr ni les personnes, ni quoi que ce soit. Donc le secret médical n'est pas dévoilé, mais ça permet de mettre en évidence, surtout pour l'employeur, mais aussi peut-être pour l'inspection du travail, des entreprises où il y a une souffrance de ce côté-là. Voilà. Il y a bien sûr aussi, et ça, bon, les services de médecine du travail, comme vous le savez maintenant, ne contiennent plus que des médecins du travail, des secrétaires bien sûr, mais les intervenants à risque professionnel, qu'ils soient ergonomes, techniciens, ingénieurs hygiène sécurité, et aussi psychologues du travail.
dans mon service de médecine du travail à Bayonne, une psychologue du travail a été embauchée il y a 2 ans, et nous pouvons lui adresser des salariés en souffrance. Mais on peut travailler aussi avec elle, comme je vous l'ai dit sur cette maison de retraite tout à l'heure, avec elle pour un travail collectif sur les risques psychosociaux pour une entreprise entière. Voilà. Bien sûr, on peut nous-mêmes conseiller les salariés, c'est notre devoir. On peut également faire appel aux médecins traitants, qui est un rôle important à jouer dans ces cas-là. Déjà, parfois, pour arrêter simplement de salariés, qui est dans une grande souffrance, quand les gens sont en pleurs, qui sont incapables de mettre les pieds dans l'entreprise, parce qu'un événement très important est arrivé. Nous, la première des choses, c'est de dire, écoutez, je pense que le mieux, c'est d'aller voir votre médecin traitant, puis peut-être ensuite un psychiatre, s'il y a besoin. Le médecin traitant jugera, ou nous-mêmes, parfois, si vraiment il y a besoin d'une prise en charge. Mais pour qu'il y ait déjà un petit peu, voilà, une prise en charge. Alors évidemment, il y a aussi, ça c'est très important, je pense, la médiation, et puis peut-être un jour le dialogue social. Voilà, j'ai dressé un petit peu... Merci. Est-ce que vous avez éventuellement des questions en attendant oui. Si on se rappelle que plus on a besoin d'une médiation, moins on a envie d'y aller, les médiateurs ont besoin de prescripteurs. Donc il me semble que votre rôle là est très clair. Tout à fait. Mais ils l'ont. Merci. Est-ce qu'il y a pour le médecin du travail? Merci beaucoup. Monsieur Benoît Thiolan, chef d'entreprise d'une petite entreprise, comme vous aimez le dire, d'une 40aine de salariés, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que finalement ça vous concerne le dialogue social dans ce type d'entreprise? Est-ce que ça vous concerne vraiment, enfin ça a un véritable intérêt dans la prévention des risques psychosociaux tels que... Le plus simple, c'est de vous répondre par des exemples concrets. Donc, il m'est arrivé d'avoir une personne qui vient dans mon bureau pour me dire qu'elle a peur des clients. Donc je fais de la location de voitures, donc une entreprise de service. Et c'est vrai que la confrontation avec le client est permanente. Et en règle générale, le client est un entrepreneur ou un vacancier qui ne comprend pas pourquoi l'avion a eu déjà 1 heure de retard ou 2 heures. Et qui va à ses rendez-vous derrière. Donc effectivement, il y a de temps en temps, comme le loueur de voiture est le dernier maillon de la chaîne, les agents doivent gérer des situations un peu conflictuelles. Donc un jour, une jeune femme qui faisait ce métier depuis 5 ou 6 ans, et pas que chez moi, puisqu'elle était dans la région parisienne, est venue me voir. Alors déjà, la première chose, c'est qu'elle a osé venir voir son patron. Déjà... je ne sais pas s'il y a du dialogue social formel dans mon entreprise, mais en tout cas, c'est déjà rassurant. Et elle vient me dire la chose suivante, voilà, j'ai peur des clients. La veille, lorsque je sais que je serai seul à l'aéroport, je ne dors plus. Voilà. Donc, elle ne va pas voir son médecin, elle va voir, ou elle a peut-être été voir son médecin, mais son médecin est tenu au secret médical, donc je ne sais pas. Elle a peut-être été voir avant, ou elle a peut-être raconté ça avant à mon médecin du travail, mais le médecin du travail ne m'a pas forcément contacté, puisqu'il est tenu, peut-être qu'il ne l'a pas vu. Toujours est-il qu'elle vient m'expliquer ça. Ça fait 6 ans qu'elle fait ce métier et elle conçoit totalement qu'elle n'est pas faite pour ce métier. Heureusement qu'il y a le dispositif qui existe maintenant de rupture conventionnelle. Et pour elle, ça a été une chance de partir de l'entreprise et disposer d'une formation sur un autre secteur d'activité. Donc, en tant que chef d'entreprise, je n'ai jamais été formé à me confronter à ce type de demande. Très clairement. C'était une chose très inattendue. Je suis resté un tout petit peu sans voix. Donc ça existe. Deuxième exemple que je peux vous citer, qui est un exemple, je dirais, aussi intéressant, c'est l'exemple d'une jeune femme qui part en congé maternité. Elle n'annonce à tous ses collègues de travail qu'après elle prolongera par un congé parental. Il s'avère que cette personne est une personne clé de l'entreprise et que toutes les personnes clés de mon entreprise travaillent ensemble. Travaillent ensemble dans un comité de direction, enfin on l'appelle comme on veut, mais disons que c'est un comité de direction.
Et donc, tous les autres membres de ce comité de direction lui disent « Isabelle, tu es la meilleure sur ton poste, on veut te préserver, donc nous allons tous prendre une partie de tes responsabilités. » Catastrophe. Cette jeune femme seule, elle s'isole et puis elle tombe en sanglots. Si évidemment vous prenez tous mes tâches, c'est que je n'existe pas, c'est que vous n'avez pas besoin de moi, c'est que, voilà, on parle de ce manque de reconnaissance. Donc très rapidement, si cette personne n'avait pas parlé, n'avait pas échangé sur ce sujet, il est évident que peut-être assez naturellement, il y aurait pu y avoir des complications. Voilà. Donc, à l'échelon d'une petite entreprise, on est confronté, si on a une certaine écoute, à des problématiques de ce type de manière possible. Donc la question est de savoir, est-ce que un dialogue social, des relations sociales dans une entreprise de la taille, de petite taille, d'une petite entreprise, permet éventuellement d'éviter et de prévenir les risques psychosociaux. Donc ce n'est pas moi qui vais donner la réponse. Toujours est-il que dans les deux cas présents, c'est une prise en charge un peu collective qui s'est passée, ou individuelle, la personne qui a le courage d'aller voir son patron pour lui faire part de sa détresse. Voilà ce que je peux dire pour illustrer ce dont on parle. Voilà. Madame Belot, dans votre entreprise qui est d'une taille un peu plus grande, est-ce que les risques psychosociaux existent réellement, ou bien est-ce que vous pensez que c'est plutôt un phénomène de mode assez récent, ou bien est-ce que vous les percevez véritablement? Donc oui, on est de taille intermédiaire, on va dire, on est 300, donc ce serait un mensonge de dire qu'effectivement il n'y a pas de risque, on n'a pas détecté ou il n'y a pas des signes d'alerte. Ce qui est compliqué dans les entreprises aujourd'hui, je crois, et quelle que soit la taille, c'est bon, on ne sait pas trop comment prendre ce sujet des risques psychosociaux. Donc on lit des articles, on va en formation, on envoie des collègues en formation. Donc on dit il faut mettre en place une démarche de risques psychosociaux, de prévention. Donc alors là, je n'aurai pas la réponse, pas plus que mon voisin, hein, mais c'est vrai qu'on se retrouve finalement face à une boîte noire et on ne sait pas par quel bout tirer un peu cette pelote de laine. Est-ce qu'on doit attaquer ce sujet par l'obligation qu'on a, par exemple, de le faire figurer au niveau du document unique? Donc c'est vrai qu'on peut travailler avec les médecins, mais on se demande comment il faut le traduire. Alors on se dit on va faire une enquête, mais en même temps, comme disait monsieur ce matin, si on demande à un expert de nous dire s'il y a du stress dans l'entreprise, on est une usine de fabrication, quel que soit le métier, quelle que soit l'activité, qu'on soit opérateur avec une cadence ou cadre, on a un stress, on a de la pression, donc oui, du risque, il y en a, donc demandez aux gens s'ils sont stressés, tout le monde va dire oui, donc prendre effectivement, je rejoins le monsieur de ce matin, un expert pour savoir s'il y a des risques psychosociaux dans l'entreprise, pas la peine, on va garder nos sous pour faire de la formation, hein, ça sera plus utile, mais c'est toute la difficulté de savoir comment on traite, parce que les gens qui sont soumis comme ça à des risques, des facteurs qui sont aussi des fois des facteurs liés à la vie personnelle que les gens ramènent dans l'entreprise, on se demande toujours est-ce que les gens vont venir en parler, c'est pas sûr. Est-ce qu'ils ont un interlocuteur pour en discuter, c'est pas sûr. Et en fait, on voit des fois des problèmes relationnels qui n'en sont pas. Ce matin, le monsieur disait des fois il y a le contenu, on a des fois des problèmes relationnels sur des sujets, mais complètement problème de réunion, salle de réunion. Moi j'ai eu effectivement aussi à traiter des conflits, mais sur des sujets qui n'en étaient pas finalement, mais on se dit qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est un problème d'organisation? Est-ce qu'il faut travailler avec le management? Donc, oui, on travaille avec le management, mais même le management dit nous on a de la pression, donc c'est compliqué. Donc c'est un sujet qui n'est pas facile à adresser en entreprise, et en tant que DRH, quelle que soit la taille ou chef d'entreprise, quand on est confronté à ces problèmes, on se sent un peu démuni. Donc on essaie de le faire avec son bon sens, on essaie de mettre le CHSCT dans la boucle, on essaie d'en parler au médecin du travail, mais comme disait monsieur, qui ne peut pas tout dire, parce que lui c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas discuter. Donc il y a une partie de la vérité que lui connaît, une partie que nous on connaît, donc c'est vrai qu'on parle quand même assez librement avec les médecins du travail, mais comment on avance? Moi j'ai été confrontée à certains problèmes d'alcoolisme par exemple,
Comment on traite ça en entreprise? Oui, c'est difficile parce que ça touche à la personne, ça touche des fois à son domaine privé et où est la frontière aussi, jusqu'où on peut aller, quels conseils on peut donner aux gens. Donc c'est aussi pour ça, je crois que ces réunions elles sont utiles pour voir qu'effectivement des fois il y a des médiateurs, il y a des gens qui ont les mêmes problématiques et on peut échanger et essayer d'avoir des pistes. Mais oui, dans toutes les entreprises, je crois qu'il y a des risques. Chez nous, il y en a, mais comme ailleurs, ni plus ni moins. On essaie, alors nous on a la chance, il me semble, d'avoir des partenaires sociaux qui ont un très très bon état d'esprit avec qui on peut discuter, qui nous remontent assez facilement les choses, donc on a de bons échanges, mais c'est pas pour ça que ça couvre ou que ça soigne le risque qu'il peut y avoir dans une entreprise. Voilà, ça peut émerger à n'importe quel moment. Voilà, en décembre, nous on a une grève, on n'en avait jamais eu, voilà, c'était un coup de chaud, ça s'est passé, on a rediscuté. Aujourd'hui, voilà, ça va mieux, mais on n'est pas à l'abri, voilà, on n'est pas à l'abri de ce type d'événement dans une entreprise, voilà, qui a de l'activité, qui embauche, parce que nous c'est notre cas, on a de l'activité, on a fait des CDI l'année dernière, on a des commandes, donc comme je dis souvent, nous on a des bons problèmes, et on ne comprend pas aussi des fois certaines remarques dans un contexte ambiant économique qui est difficile. On essaye aussi de vendre ça, donc on essaie de raccrocher toujours à des choses positives pour dire aux gens, oui, ok, il y a de la pression, mais en même temps, si on n'avait pas de commande, on aurait d'autres problèmes. Voilà, donc c'est un contexte aussi. C'est l'entreprise, il faut la remettre dans le contexte, et souvent, moi j'ai dit aux gens, ouvrez-vous aussi, regardez aussi ce qu'il y a à l'extérieur. Donc oui, on a des problèmes, mais c'est attention à pas... On mélange les gens aussi, de temps en temps. C'est ce qui est compliqué dans les relations sociales, où on mélange un peu les gens. Moi j'ai des remarques, par exemple, on me dit en entreprise, oui, mais comment on va faire nous pour payer les études de nos enfants, et si vous voulez on raccroche ça au salaire, etc. Sauf qu'à un moment donné, j'essaie de leur dire que l'entreprise elle ne peut pas non plus répondre à toutes les problématiques de société. Oui, le gaz augmente, etc. Donc ils vous ramènent ça, si vous voulez, dans les problèmes d'entreprise et de dialogue social, et des fois c'est déconnecté par rapport à la réalité de l'entreprise, même si on est... Voilà. Et donc, des fois, on a des sujets à traiter en entreprise qui ne sont pas des sujets d'entreprise, mais pour lesquels les salariés attendent des réponses de salaire, d'augmentation, qu'on comprend, qui sont légitimes, mais qui est compliqué aussi pour l'entreprise dans le contexte qu'on connaît tous. Donc, voilà, en tant que DRH, des fois, on a des DRH, mais je pense que toutes les entreprises, elles sont aujourd'hui confrontées à ce type de relation. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, et pour moi, le thème des risques psychosociaux, pour avoir été à plusieurs réunions, etc. On me dit oui, il faut mettre en place une démarche, il faut sensibiliser le management, c'est bon, ça y est, c'est fait. Mais ça n'empêche rien, en plus dans le contexte où effectivement on n'arrête pas de parler, suite de lire les journaux, on n'arrête pas de parler de crise. Donc les gens ramènent ça avec eux, et même si ça va bien dans l'entreprise, si la santé de l'entreprise est bonne, on a quand même des risques. Voilà. Il n'y aura pas de situation idéale pour dire bon, il n'y en a plus, c'est terminé, chez nous tout va bien, voilà. Donc compliqué. Donc, si je bien comprends, en fait, dans votre entreprise, le dialogue social fonctionne plutôt. Oui, on peut le dire. Qui permet de vous intéresser effectivement à diverses problématiques de risques psychosociaux. Et dans ce que vous avez dit, il faut s'intéresser au contexte, et les personnes ramènent souvent des problématiques qui ne sont pas directement liées à l'entreprise. En fait, beaucoup d'inquiétudes. Oui, mais de l'inquiétude par rapport à l'avenir. Donc même voilà. Ça aussi en entreprise, qui peut-être avant n'était moins le cas, en fait. Oui, en fait, ils demandent des réponses qu'on n'a pas forcément, de l'inquiétude pour l'avenir. Donc c'est vrai que nous, on est dans un domaine d'activité où on peut voir quand même à moyen terme, quand je dis moyen terme, c'est 2-3 ans, donc ça donne quand même un peu de perspective. On a des projets qui sont quand même longs. Il y a d'autres domaines d'activité qui ont une échéance très courte au niveau des carnets de commandes. Donc déjà, je dis ça peut être un peu rassurant, mais ça ne suffit pas. Il faut tout le temps rassurer les gens sur leur devenir, leur reconnaissance. Dans l'entreprise, il y a aujourd'hui, on en parlait ce matin, un gros besoin de reconnaissance. Mais la reconnaissance, des fois on l'imagine, c'est le salaire, et en fait pas seulement. Les gens ont besoin qu'on reconnaisse ce qu'ils font, qu'on soit opérateur. Voilà. Moi j'ai de la valeur dans mon travail et je veux qu'on me le dise, je veux qu'on me l'écrive. Et moi j'ai eu des fois des conversations un petit peu bizarres comme ça. Une salariée qui me dit, moi je veux de la reconnaissance. Évidemment, le salaire, ah non, mais moi je ne vous demande pas de salaire. Moi je ne suis pas intérimaire, ça fait X années que je suis là. Mon travail il a de la valeur et je veux que vous le reconnaissiez. Donc, face à ça, la reconnaissance qui derrière engendre, si c'est pas fait, ça peut engendrer des frustrations, un mal-être, des gens qui veulent changer de poste, qui veulent qu'on me reconnaisse. Mais ça, pour moi, ça fait partie des risques psychosociaux parce que ça engendre derrière d'autres soucis. La reconnaissance aujourd'hui dans l'entreprise,
comment on fait, parce qu'il n'y a pas que le salaire, et donc le management, enfin on essaye, mais voilà, c'est des sujets, c'est complexe, oui, c'est complexe. Hein. Ouais, très complexe. Travailler en réseau et avec Oui. différents- Oui. Merci. Monsieur Bollet, tant qu'à social. Déjà, pardon, excusez-moi. Pour qu'il y ait dialogue, comme son nom l'indique, il faut être deux. Déjà. Alors, le problème, c'est que dans la plupart des entreprises, notamment les PME, il y a un patron et puis des salariés, mais il n'y a pas de représentants du personnel. Ce qui peut être problématique, puisque c'est ces IRP qui peuvent faire remonter les problèmes rencontrés, les réclamations individuelles et les réclamations collectives ou catégorielles du personnel. Mais si vous permettez, je parlerai un petit peu quand même des outils juridiques dont disposent les partenaires sociaux, les salariés également, bien entendu, sachant que malheureusement, enfin, c'est la loi, pèse sur les entreprises quand même une obligation, l'obligation d'évaluation des risques professionnels. Et parmi cette évaluation des risques professionnels doit être intégré et incorporé, bien entendu, les risques ambiants qui intègrent les risques psychosociaux. Sachant que le non-respect de cette obligation, judiciairement, peut être sanctionné, bien entendu. Mis à part cette obligation, ils peuvent s'appuyer, si l'entreprise a des représentants du personnel, sur eux, puisque le CHSCT a déjà un rôle d'alerte et même d'expertise, de demande d'expertise, si jamais il s'aperçoit que les facteurs ambiants dans l'entreprise sont déplorables. Expertise qui est à la charge, bien entendu, de l'entreprise et qui est restituée aussi bien au niveau des membres de ce CHSCT que de la direction, avec une possibilité d'ouverture aux partenaires extérieurs. Il y a également le rôle des délégués du personnel, en sus ou à défaut de CHSCT, qui peuvent, lorsqu'il y a une restriction des libertés, au sens très large, alerter l'employeur de manière à ce qu'il soit procédé à une enquête commune entre les deux. Et s'il y a divergence sur le résultat de cette enquête, possibilité pour le délégué du personnel, s'il a l'accord du salarié qui subit cette restriction, d'aller devant le Conseil des prud'hommes statuant référé pour faire reconnaître si oui ou non il y a cette restriction est avérée. Je crois, et je parle sous le contrôle de cette ex-conseillère prud'homale, je crois qu'il y a eu un cas sur le Conseil des prud'hommes de Bayonne. Ensuite, il y a d'autres éléments juridiques basiques et civilistes qui sont très simples et à mon avis essentiels pour de bonnes relations sociales. Je ne parle plus de dialogue mais de relations sociales. C'est d'une part un des textes où je ne connais plus les nouveaux articles du Code, je suis trop vieux pour m'en souvenir, c'est le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. C'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté comme de l'autre, on doit faire en sorte que ces relations contractuelles soient bonnes. Et un deuxième article, qui est très simple aussi, nul ne peut restreindre les libertés individuelles ou collectives sauf si ces restrictions sont justifiées par le but à accomplir et proportionnées au but recherché. C'est les deux points. À partir de là, on a déjà les outils qui cadrent un peu les relations qui doivent exister dans l'entreprise. Mais il y a d'autres outils qui peuvent vous aider, vous appuyer. C'est que vous avez deux accords interprofessionnels, un sur le stress et l'autre sur la violence au travail. Il vous appartiendra de les consulter, de les lire et bien entendu de les appliquer. Enfin, il y a des indicateurs INSEE qui ont été repris, qui permettent de vérifier l'état de santé mentale de vos salariés dans l'entreprise ou des salariés de l'entreprise. Et enfin, il ne faut pas oublier les études de la RAT, de la NAT et de la RAT, Aquitaine, où ont été intégrés des psychologues, des membres de la RAT, des médecins du travail et des membres de l'inspection du travail, qui ont créé un fascicule il y a à peu près 6 à 10 ans, qui permet d'évaluer les risques psychosociaux dans leur ensemble, en déclinant la méthode du ministère du Travail sur l'évaluation des risques professionnels.
Alors, bon, tout ça, c'est un bon discours, vous allez me dire, mais dans la pratique, qu'est-ce qu'il en est? Déjà, il faut se méfier parce que les indicateurs sont parfois trompeurs. Dans ma longue carrière, hélas, parce que je suis vieux maintenant, j'ai rencontré un conflit, un mal-être persistant avec l'existence de clans, pour être clair, les syndiqués et les non-syndiqués. Et on a fait intervenir dans un premier temps la RAC et ensuite un consultant. Et il s'est avéré que le taux d'absentéisme était faible, très faible, alors que l'ambiance n'était pas des plus sereines. Et puis, dans la pratique, ce qu'on constate également, c'est la différence qui peut exister selon la taille de l'entreprise. Théoriquement, plus l'entreprise est grande, plus il y a respect, si vous voulez, des obligations en termes d'IRP, et plus, normalement, le dialogue social peut exister, avec tous les avatars que cela peut provoquer, hein, bien entendu. Et puis les petites entreprises ou les moyennes entreprises, où là, c'est un peu plus difficile d'avoir des représentants du personnel. Et là, tout dépend en fait du comportement de l'employeur, en particulier. C'est-à-dire, si l'employeur s'estime un employeur de droit divin, il est évident que l'ambiance et les risques psychosociaux ne vont pas être très bons. S'il est humaniste et respectueux donc, des principes que j'ai dictés tout à l'heure, ça peut se passer à peu près correctement. Mais il y a également une différence par secteur, à mon sens. Dans le secteur du commerce, il m'est arrivé également de rencontrer des politiques managériales qui sont à la limite, puisque j'ai dû, dans une même entreprise, relever à 2 ans d'intervalle, c'est-à-dire en 2 ans suivants, un PV de harcèlement moral vis-à-vis du même chef de secteur à l'encontre d'autres de ses chefs de rayon, successivement. Alors, dans la distribution, pour être clair, c'est vrai que les directions générales demandent un petit peu au personnel, du cadre directeur d'établissement jusqu'à l'opérateur, de s'identifier un petit peu à la politique commerciale de l'établissement. Et ça, c'est pas vraiment forcément très bon. Dans les services, notamment dans la santé, les risques psychosociaux sont évidents pour, à mon avis, 3 raisons. D'une part, ils ont à gérer les pénuries financières pour le secteur qui est financé donc par l'État directement ou indirectement, ou les collectivités locales territoriales. Il y a toujours, étant donné qu'il y a un travail avec des résidents qui ne sont pas forcément en excellente santé, il y a un mal-être, et ce mal-être lié à cette gestion de la pénurie peut provoquer des risques psychosociaux qui sont parfois difficiles de résoudre. Et puis dans le secteur industriel, c'est là où j'ai trouvé en fait que la représentativité syndicale était la plus forte et disons la plus cohérente par rapport à ce qu'on peut rencontrer. Et j'ai assisté à des dialogues sociaux intéressants. Pour vous donner des exemples de situations qui m'ont marqué quand même, mis à part celle que j'ai évoquée tout à l'heure, j'ai dû intervenir une fois dans une entreprise. Cette fois, c'était pas les risques psychosociaux étaient engendrés par une opposition systématique entre 2 organisations syndicales que je ne nommerai pas. C'en était arrivé à crever les pneus des voitures, menace de mort d'une section à l'autre. Et j'ai reçu les sections syndicales en question. Vous voyez de qui il s'agit? Moi, je connais pas. Donc, il y a une section qui était là. Et puis, en fait, j'ai dû intervenir en CHSCT d'une manière solennelle pour rappeler ce qu'il en était. Je pense que ça s'est estompé un peu par la suite, mais c'était quand même un cas délicat. C'est une deuxième situation que j'ai rencontrée sur un conflit collectif, mais qui montre aussi d'un groupe industriel cette fois, où la direction locale était de bonne foi, mais ne faisait qu'appliquer en fait les directives du groupe dans le cadre des négociations sur le passage aux 35 heures. Donc c'est pas récent, mais ça m'a marqué quand même. Dans la mesure où le négociateur venant du groupe central faisait des propositions refusées par la direction, par les syndicats, pardon,
Et à chaque fois qu'il y avait refus, les nouvelles propositions de la direction étaient de plus en plus basses. Ça a duré, le conflit a duré 3 mois. Au troisième refus, les 2 organisations syndicales sont venues me voir en me demandant d'intervenir parce qu'ils n'en pouvaient plus. C'est-à-dire, en fait, ils ne savaient plus quoi faire vis-à-vis notamment de leurs adhérents. Parce qu'à chaque fois, il y avait un vote. Est-ce qu'on reprend le travail ou est-ce qu'on continue? Et en fait, les votes donnaient on continue la lutte. Ils savaient parfaitement qu'ils allaient vers un mur. Et j'ai peut-être outrepassé mes prérogatives, mais mon voisin de droite ne dira rien au ministère. Ils m'ont demandé d'intervenir dans les AG. Et comme c'était une entreprise où il y avait des équipes de matin et des équipes de soir, je suis intervenu dans les AG pour leur expliquer qu'il y avait quand même un point positif, puisqu'ils avaient obtenu une seule chose sur les 3 réclamés par les organisations syndicales. Alors, j'ai un cas encore pire, où là pourrait intervenir éventuellement le réseau de mon collègue. C'est un cas où, en fait, je refuse d'aller au CHSCT, puisque la direction est prise à partie par l'organisation syndicale majoritaire, et que le CHSCT dure toute la journée, mais qu'il y a un clivage impossible à résoudre, et chacun repart avec ses positions initiales. Un autre risque psychosocial qui est décelé, le médecin du travail en parlait tout à l'heure, c'est effectivement non seulement les méthodes de management, mais c'est le demande de productivité de plus en plus soutenu, demandé. Il y a une entreprise où en fait il y a la direction a souhaité et a mis en place, malgré la volonté du CHSCT et des opérateurs, le lean manufacturing. Alors pour vous situer un petit peu, c'est la méthode Toyota. C'est-à-dire on raccourcit les temps aussi bien en termes de distance que en termes d'ergonomie. Et la direction de l'entreprise a senti qu'il y avait quand même un problème. La personne, enfin le cabinet de consultants qui a voulu mettre en place, qui a été chargé de mettre en place le lean manufacturing, a été chargé également de faire procéder une étude ergonomique. Mais le CHSCT, lui, de son côté, a estimé que c'était un peu flou, et la méfiance régnant, puisque c'était la même personne qui mettait à la fois l'aspect ergonomique et le lean manufacturing, a demandé une expertise qui a été rendue il y a peu de temps, et pour lequel il y a une mise à plat entre les 2 consultants, ce qui pose un problème. Faire intervenir 2 consultants sur le même sujet, c'est très délicat. Ensuite, une autre cause de risque psychosocial, c'est l'erreur de casting. L'erreur de casting, j'ai une boîte, je ne peux pas nommer l'activité, parce que là, il n'y en a qu'une dans le coin, où ils ont voulu démarrer très vite pour avoir les subventions et le financement, et ils ont embauché n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, c'est pas méchant, c'est simplement leur curriculum vitae, leur pratique ou leurs compétences ne correspondaient pas à ce qu'on allait leur demander. Et par voie de conséquence, ils avaient des pensionnaires dans cet établissement, c'est les pensionnaires qui ont pris le pouvoir. C'est assez effarant. Et puis, j'ai eu une autre entreprise où, en fait, je l'ai dit à l'employeur, mais il n'a jamais tenu compte de ce que je lui disais parce que ce n'était pas ma compétence, mais on peut parler librement quand même. Je lui ai dit, tant que vous aurez un encadrement suffisant, tant que vos représentants du personnel ne seront pas pris en considération, vous n'aurez aucune remontée de ce qui se passe réellement dans l'entreprise. Et j'ai eu raison, malheureusement. Voilà, bon, c'est tout ce que je pouvais vous dire, mais j'étais déjà assez long. Je tiens à signaler quand même que dans la salle, il y a un représentant de la CARSAT. Si l'intéressé veut prendre la parole, ce serait avec plaisir. Oui,
Oui, on va. On ne lui a pas proposé de venir à la table. Ah, pardon, Comme- excusez-moi. Comme le mois dernier, on avait fait une conférence Oui. annulée par la CASA directement. Bon. Je suis désolé d'être intervenu. Oui, absolument. Alors, juste pour revenir sur ce que vous Oui. avez bien reformulé, pour être bien sûr que nous Oui. avons bien compris les ingrédients de la bonne recette du dialogue social. Donc, il faut déjà être au moins 2 pour Ça, c'est restaurer le évident. dialogue social. Hein. La Il palissade. faut que les personnes aient donc vraiment envie de dialoguer et surtout qu'il y ait des représentants du personnel et des représentants syndicaux. Et dans le monde idéal, que ces représentants soient d'accord, qu'il n'y ait donc pas déjà de conflit à l'intérieur Tout à entre les syndicats. Hein, c'est bien cela. Je me permets d'ajouter quelque chose que j'ai oublié. C'est vrai que depuis la loi sur la représentativité syndicale, les risques de conflit surviennent notamment avant chaque élection. Oui, ça, Chacun c'est faisant de la très surenchère. électoral, hein. D'accord. Et en fait, l'intérêt de ces représentants, c'est la circulation de l'information, c'est-à-dire la remontée de Montée, l'information au niveau, évidemment, des dirigeants qui vont pouvoir à ce moment-là intervenir et entendre les besoins des salariés. Et une bonne communication descendante Et une aussi. bonne communication ascendante. Une circulation Descendante circulaire. Oui, Les la deux. notion de circularité. Tout à Ça fait. circule. Oui. Florence Sanson, Ferline, je suis membre du SA et représentant de la Commission de la République. J'aurais une question à vous poser. Ici, le territoire est constitué de 93% de TPE. On parle qu'il faut être à 2 pour négocier, qu'il faut des représentants du personnel. Mais comment on fait, quid, quand il n'y a pas de représentant personnel, puisque le nombre d'effectifs fait que la loi ne l'oblige pas. Donc on fait comment quand il y a des risques comme ça qui se présentent? On est quand même un territoire à 93%. J'ai pas de solution au miracle, mis à part les délégués de site pour le moment. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui. Bah, Michel Perron nous en a parlé ce Ouais. matin. Qu'est-ce que l'appui au dialogue social fait lorsqu'il n'y a pas de représentant du personnel dans des petites Mais structures c'est ou- notre sauce à nous, mais Voilà, votre je pense sauce. qu'il y a d'autres choses. Il y a le fameux accord là, qui a été signé sur le dialogue social dans l'artisanat. Je pense que ça doit peut-être fonctionner. Et puis je pense qu'on va en parler un second Oui, temps. Voilà, on on parle va en parler Hein effectivement. Mais enfin, dans ce que ce matin Michel Perron nous disait, c'est que finalement vous pouvez intervenir dans des entreprises s'il n'y a pas de représentant et qu'il n'y a pas le fameux seuil et intervenir quand même. En fait, ça n'empêche pas de dialoguer. On continue. Non, bien sûr. Dans le dialogue social en tout cas. Hein, mais ce n'est pas un critère obligatoire. Merci. Alors, monsieur Lafontaine, pour le MEDEF, est-ce que le dialogue social est réellement utile à la prévention des risques psychosociaux? Alors, je vais répondre clairement à votre question. Bon, le gouvernement précédent, sous le Premier ministre, M. Fillon, avait essayé de passer une loi obligeant les TPE à instaurer un dialogue social dans leur entreprise. Donc, c'est évident qu'une TPE, c'est quand même, comme le soulignait Madame, un nombre d'effectifs réduit. Déjà, amener une contrainte supplémentaire à un chef d'entreprise qui fait énormément, qui travaille énormément, c'était pas du tout possible. Donc, bon, le MEDEF s'est complètement opposé à ce projet de loi, et ce projet de loi, bon, bien sûr, n'a pas abouti. Mais il n'y avait pas que le MEDEF qui était contre l'instauration de ce dialogue social dans les entreprises. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que il y a des petites entreprises constituées de 2, 3, 4, 5, 6 salariés. Il y a des entreprises un peu plus importantes, au-delà de 10 salariés, inférieures à 20 salariés. Il y a des entreprises au-delà de 20 salariés, en dessous de 50 salariés. Je crois que je suis d'accord avec ce que disait M. Boulay, et pourtant on s'est affronté sur certains sujets. Il faut être 2 pour instaurer un dialogue social. À partir du moment où on a un chef d'entreprise qui est, je dirais, intelligent et qui voit l'intérêt de son entreprise, je crois que le dialogue social s'instaure naturellement. Déjà, bon, au niveau de certaines entreprises, toutes ne le font pas, bon, il y a les entretiens individuels, annuels, qui permettent eh bien, d'avoir un petit peu le ressenti de ces salariés à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça se fait naturellement dans l'entreprise. Si ça ne se fait pas, ou c'est du ressort du chef d'entreprise, ou effectivement cet entrepreneur n'a pas forcément
les connaissances requises pour instaurer ce type d'entretien individuel. En ce qui concerne les risques psychosociaux que vous avez évoqués, il y a une chose, bon moi je n'étais pas là ce matin, il y a une chose, j'ai pas entendu le mot sortir de la bouche de nos intervenants, le sport, moi il me semble, le sport dans l'entreprise est certainement un moyen de faire baisser les tensions sociales à l'intérieur des entreprises. Parce qu'il faut savoir que, certes, il y a toute la chaîne qui est concernée. Bon, tout le monde est stressé, comme le soulignait madame. Les acteurs de l'entreprise sont stressés, mais je peux vous dire que les chefs d'entreprise, ils sont tout aussi stressés et certainement beaucoup plus stressés. Et je pense que le sport, à l'intérieur de l'entreprise, la pratique du sport, alors sport individuel, sport collectif, il y a une réflexion à avoir, c'est certainement l'un des moyens pour faire baisser cette tension dans les entreprises. Enfin, moi, je sais que j'ai une réflexion personnelle à ce niveau-là et que j'espère faire aboutir un projet, je dirais, à moyen terme. Ça, c'est un problème. Il n'a pas été évoqué. Nous, au MEDEF, on y réfléchit. Et c'est également un moyen de faire communiquer les gens, d'éviter les clans. Le sport est très réunificateur. Vous prenez des sports collectifs, vous avez différentes catégories socio-professionnelles qui peuvent pratiquer ce sport et c'est très bon pour la santé de l'entreprise et pour la santé de ses acteurs. D'accord. Donc en fait, vous allez nous faire l'appui au nouveau DS, ça ne sera plus le dialogue social, mais le dialogue sportif. Moi, je pense que c'est un élément important. D'abord, la pratique du sport, elle est bonne pour la santé physique. Regardez autour de vous et la santé mentale. Voilà. Donc, il y a une réflexion à avoir dans ce domaine. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie totalement dans le débat. Bien. Merci. Est-ce que d'après vous, et au MEDEF, il y a d'autres moyens de prévention des risques psychosociaux autres que le dialogue social et le dialogue sportif? En tout cas, ces deux moyens, il faut les mettre en pratique et les choses iront beaucoup mieux. Après, il faut savoir aussi que d'année en année, bon, moi ça fait 35 ans que je suis entrepreneur, d'année en année, la marge des entreprises ne cesse de s'éroder. Et donc, il faut savoir aussi, bon, c'est bien joli de mettre tout sur les patrons, tout sur l'entreprise, le stress, les soucis, les machins, les trucs. Et je crois que l'État est le premier responsable. L'État est le premier responsable parce que nous sommes accablés de charges. Ces charges ne cessent d'augmenter d'année en année. Des charges idiotes. Je vais vous en citer une. L'IFA. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'IFA? L'IFA, c'est l'impôt forfaitaire annuel. C'est-à-dire une entreprise qui est soumise à l'IFA, même si elle perd de l'argent, elle doit acquitter cet IFA. La taxe professionnelle, on nous a dit, on a supprimé la taxe professionnelle. Alors, dans un sens, ça a été bénéfique pour certaines entreprises, dans l'autre, ça a été néfaste. Je sais de quoi je parle. Et ensuite, vous avez toutes ces charges qui sont anodines et qui se rajoutent d'année en année. Je vais parler par exemple de la TLPE. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la TLPE? Alors la TLPE, c'est la taxe locale sur les publicités extérieures. Sur les enseignes. Sur les publicités extérieures. Eh bien, cette taxe locale, elle était, on va dire, appliquée ou pas du tout appliquée. Et aujourd'hui, eh bien, il faut savoir que pour tout ce qui concerne nos municipalités, eh bien, elles ont besoin d'argent. Donc aujourd'hui, elles mettent progressivement en application cette taxe. Et cette taxe, elle peut représenter beaucoup d'argent pour une PME, une petite PME. Tout ça, les gens ne le savent pas. Personne n'en parle. Et je crois que les problèmes que nous vivons, que ce soit les entrepreneurs, les entreprises et les acteurs de l'entreprise, les salariés,
l'État a une énorme part de responsabilité. L'État, je dis, qu'il soit dirigé par la gauche, qu'il soit dirigé par la droite. Moi, je suis totalement apolitique. Alors demain, on va voir, moi je vois venir des choses, je les devine, je les soupçonne, où il va y avoir, je dirais, beaucoup plus de problèmes dans les entreprises liés à des avantages qui existaient, qui ont été mis en place et qui vont être supprimés, et liés à des augmentations de charges, tant pour les entreprises que pour les salariés. Le problème, il ne vient pas que, je dirais, du chef d'entreprise. Il y a d'autres acteurs qui en ont une grande part de responsabilité. Et il ne faut pas les mettre sous silence. D'accord, donc ça rejoint en fait ce que Madame Lo a dit concernant la complexité, le contexte économique, le contexte politique aussi dans lequel finalement l'entreprise, les acteurs de l'entreprise et des organisations évoluent. Et je voulais rajouter, oui, en France, parce qu'il faut savoir que ici, on est dans une région frontalière. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que, par exemple, dans le bâtiment, il y a énormément de difficultés avec nos amis espagnols et portugais. Pourquoi? Comment voulez-vous que ça fonctionne? D'un côté, vous en avez qui ont des charges, on va dire, mettons 30%, de l'autre, vous avez 50%. Comment on fait? Avant de faire l'Europe et l'euro, il fallait faire l'Europe sociale et l'Europe fiscale. Mais ça, on ne l'a pas fait. Ça, on ne l'a pas fait. Ensuite, je voulais juste rajouter une chose. Excusez-moi, M. Bollet. Juste, le MEDEF Pays Basque, dans le domaine des risques professionnels, organise des formations en association avec la CARSAT Aquitaine. Donc, on est tout à fait conscient de tous ces problèmes et on est là pour, je dirais, servir les intérêts des uns et des autres. Je peux répondre à M. Lafontaine sur un point. Je rebondis sur ce que vous avez dit par rapport à la concurrence espagnole et française. Simplement pour vous dire que autant c'est vrai qu'il y a une concurrence réelle des entreprises espagnoles, autant il n'y a pas de concurrence des entreprises portugaises vis-à-vis des grands donneurs d'ordre du bâtiment, puisque les entreprises portugaises sont sous-traitantes. Je n'irai pas plus loin. Et je dirais même, en tant que syndicat CFDT, on avait justement une affaire au niveau du tribunal, justement pour dénoncer le travail fait par les Espagnols qui venaient avec les fameux contrats autonomos, qu'on a d'ailleurs gagnés. Et on était partie civile par rapport à l'action que vous aussi vous aviez menée à l'époque sur ce dossier-là. Alors maintenant, c'est à moi de vous poser. Ah, pardon. C'est pour ça que je me suis mis là. Alors, Monsieur Larrain, donc vous avez pu entendre les différents points de vue. Donc, les représentants syndicaux ont des rôles importants à jouer dans ce fameux dialogue. Alors, est-ce que vous vous sentez capable de participer activement à ce dialogue social dans la prévention des risques psychosociaux? Tout à fait. Par contre, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit. Sur, par exemple, les gens qui aujourd'hui souffrent, souffrent au niveau du travail. Malheureusement, pratiquement quotidiennement, nous on reçoit des gens au niveau de la CFDT Pays Basque où ils sont harcelés parce qu'avec les périodes de crise actuelles, ces gens-là aujourd'hui on leur dit écoute, voilà, il y a la rupture conventionnelle, on était pour nous CFDT, hein. Aujourd'hui il y a la rupture conventionnelle, donc on te demande de signer la rupture conventionnelle et on demande fortement à ce que tu signes la rupture conventionnelle. Et donc, ce qui fait que le salarié, il ne veut pas signer. Et donc, c'est du harcèlement au quotidien. Et ça, malheureusement, il y en a. Voilà. Donc, d'un côté, la rupture conventionnelle a été faite justement pour faire en sorte que le salarié avec l'employeur, ça ne va plus. Donc, d'un commun accord, on se sépare. OK, ça a évité pas mal de dépression, pas mal de choses. Mais aujourd'hui, malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a des mauvais côtés à ce niveau-là. Et malheureusement, on voit des gens qui subissent cette pression et qui, nous, en plus, on reçoit ces gens-là. Alors tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui disait qu'on reçoit tous les malheurs de la Terre. Oui, c'est vrai, on reçoit les malheurs de la Terre parce que moi, je vois des gens, quand ils arrivent vers moi, ils sont complètement dépourvus du tout, au bord de la dépression. Et moi, je ne suis pas formé pour recevoir ces gens-là.
Je suis là pour les aider éventuellement, mais voilà. Et c'est vrai qu'il y a de la misère. Alors on dit, ouais, le chômage, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas travailler. Déjà, franchement, bon, je ne vais pas échelonner ça. Par contre, là où je veux aussi rebondir, c'est quand on dit les charges patronales, elles augmentent. Vous avez dit ça, monsieur Fontaine. Je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est qu'on ne parle pas non plus des cadeaux fiscaux qui ont été faits par rapport aux heures supplémentaires. Les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux employeurs. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Je termine, monsieur. Si ça se retraçait derrière, si on voyait en termes d'emploi, qu'il y ait plus d'emplois, plus d'activités, moi, ça ne me dérangerait pas. Par contre, la baisse de la TVA dans la restauration, qu'est-ce que ça a donné en termes d'emploi? Rien du tout. Les heures supplémentaires, rien non plus. Par contre, toutes les aides qui sont versées aujourd'hui au niveau du patronat, jusqu'à 1,6 du SMIC, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Mais ça fait qu'aujourd'hui, un salarié qui rentre au SMIC dans une entreprise, jusqu'à la fin de sa carrière, il sera au SMIC. Parce que sinon, l'employeur, il bénéficie plus de réduction de charges jusqu'à 1,6 du SMIC. Alors, je trouve très intéressant ce qui se passe. Nous sommes en plein dialogue social. Je termine. Je comprends bien. Il a déjà donc commencé. Mais On va arbitrer. Oui, mais bon. Non, mais c'était juste pour répondre. Ces charges qui sont sur le bas salaire sont d'origine les 35 heures. Et en fait, on se paye Dans le nous-mêmes package. nos 35 heures. À l'origine, c'est comme ça qu'on a financé les 35 heures. Donc on a financé nous-mêmes, enfin c'est une espèce d'escroquerie, hein, il faut dire les choses, hein. C'est-à-dire qu'on a fait les 35 heures en se les finançant sur la feuille d'impôt. Personne n'a voulu le dire, mais c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'on se finance nous-mêmes les 35 heures depuis 20 ans. D'accord. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas me contredire quand je vous dis qu'aujourd'hui, c'est un frein. Ah oui. D'accord. Mais alors, C'est simplement ça que je voulais dénoncer. C'est tout, je ne voulais pas au-delà. alors attendez, parce que... Juste. C'est normal, je suis tout seul. Non, pas du tout, vous n'êtes pas seul. En ce qui concerne les heures supplémentaires, donc si j'ai bien compris ce que le nouveau gouvernement va faire, c'est-à-dire non pas de les supprimer, mais de taxer les entreprises et les salariés, puisque les salariés avaient un avantage. Cet avantage, ils vont le perdre. Moi, j'aimerais savoir, monsieur Larinde, comment vous allez leur expliquer si vous avez davantage un nombre de salariés qui ont bénéficié pendant un certain temps de ces avantages de ces heures supplémentaires, comment vous allez leur... Alors, si, après on va arrêter, on va passer à Au ça dialogue du jour. social Mais et à la tout prévention simplement, des monsieur conflits. Fontaine. Ça va être simplement de la perte du pouvoir d'achat. Oui. Voilà, ça sera de la perte du pouvoir d'achat. Est-ce que ça augmentera les risques psychosociaux? Évidemment. Oui. Voilà, c'est ça. Tout simplement, pour répondre Et juste c'est à l'État, ça. encore une fois, qui sera responsable. L'État, si j'ai bien compris. L'État. Ouais, mais l'État, il ne fait pas tout. Alors, et tout simplement pour répondre à ça, je vais vous dire, moi je connais des cas où les heures supplémentaires, donc ils ne payaient pas d'impôt dessus, mais malheureusement, quand ils faisaient leur demande au niveau des allocations de la CAF, pour l'APL ou comme ça, et vu qu'ils avaient fait, parce qu'on reconstitue le salaire quand même quand on fait des demandes dans le CAF, à la CAF, et donc ça fait qu'ils perdaient leur APL. Résultat des courses, en termes de pouvoir d'achat, ils étaient en baisse. Avec les heures défiscalisées. Je vais vous donner je peux vous amener, quand vous voulez, je peux vous amener des exemples. Bon. Donc on parlait Alors, du dialogue concrètement, social. Comment vous voyez-vous intervenir dans le dialogue social en tant qu'organisation syndicale et en vue de prévenir les risques psychosociaux? Et peut-être y compris de l'employeur, si j'ai bien compris. D'autant plus qu'il y a eu une expérience qui a un peu avorté à l'Aquitaine. Non, elle n'a pas avorté. Elle est en train de démarrer. Il n'est pas bien. Donc, et justement, je voudrais répondre justement encore une fois, monsieur Fontaine, désolé, mais vous avez dit quelque chose, vous avez dit qu'il y avait une loi qui avait été en préparation, mais elle a vu le jour, la loi, puisque c'est l'accord de 2001, du 2 décembre 2001, sur les CPRIA, et donc sur le dialogue social. Et les CPRIA, c'est quoi? C'est la commission paritaire régionale interprofessionnelle de l'artisanat. Et donc c'est vrai que vous avez été avec la CGPME en procès pendant très longtemps par rapport à l'UPA, justement par rapport à cet accord-là. Et donc l'accord, il a fallu 7 ans de bataille pour que éventuellement l'accord puisse fonctionner. Et là, donc, on se retrouve depuis 2010 où c'est l'État qui a dit oui, l'accord, puisque vous avez été jusqu'en cour de cassation, donc en cour de cassation. Donc aujourd'hui, ça fonctionne de plein droit. Et il y a une CPRIA, donc pour vous répondre, qui a vu le jour en 2010.
Et c'est quoi la CPRIA? Donc, c'est l'UPA avec la CAPEB, qui a donc monté cette commission dans l'artisanat, justement par rapport au dialogue social, et il est financé par un prélèvement, et c'est là où il y a eu des discordes au niveau des organisations syndicales patronales, à hauteur de 0,08 de la masse salariale au niveau de l'artisanat. Donc, la CPRIA, pourquoi? La CPRIA, c'est déjà pour créer du dialogue, pour financer ce dialogue social, mais aussi pour essayer d'amener des droits, d'autres droits, au niveau des travailleurs des TPE, des très petites entreprises, c'est-à-dire moins de 11. Donc, aujourd'hui, on a commencé à travailler. Il se trouve qu'on a financé une plaquette interprofessionnellement et puis avec les organisations syndicales. Il faut savoir que dans l'accord, il y a eu les 5 organisations syndicales qui ont signé, donc des salariés, avec l'UPA. Et donc, aujourd'hui, ça commence à démarrer. La première chose qu'on a fait, c'est donc sur les métiers en tension, c'est de faire une plaquette, de créer une plaquette sur les métiers en tension dans l'artisanat, donc qui a vu le jour, et en espérant qu'en second temps, justement par la mutualisation, j'en ai déjà parlé un petit peu ce matin, par la mutualisation, on arrive justement à faire que les salariés des très petites entreprises puissent avoir des droits communs, entre guillemets, pas comme celle des grandes, mais pourquoi ne pas parler de mutualisation en termes de chèque déjeuner, chèque voyage, transport. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui transportent leurs salariés. Les cars, on les voit, c'est des cars de 60 places, on voit 10, 12 personnes à l'intérieur. Pourquoi ne pas réfléchir sur le fait de se dire, tiens, sur un bassin d'emploi, pourquoi pas dire, ces cars, ça sert à quoi qu'ils circulent avec 10 personnes, alors que si on l'étend au niveau du bassin, peut-être qu'on pourrait transporter beaucoup plus de monde. Donc c'est toute une réflexion qu'on a à ce niveau-là, et j'en termine, parce que je suis un peu long. Au niveau du Pays Basque, il y a aussi des chantiers qui sont ouverts. Donc il y a un chantier qui est ouvert au niveau du Conseil de développement sur le dialogue social, et donc on espère bien qu'à ce niveau-là, il y a le MEDEF qui siège, la CGPME aussi, l'UPA, on ne les a pas trouvés pour l'instant. Donc en espérant, moi, tout ce que je cherche, c'est faire en sorte que demain, on puisse se mettre autour de la table, qu'on puisse discuter, déjà se connaître, discuter et avancer sur des points, mais vraiment concrets, qui ne coûteraient pas beaucoup d'argent, mais il suffit simplement d'avoir la volonté d'y arriver. Et quelqu'un a dit, qui est le plus heureux de travailler dans une boîte et qui fonctionne, si ce n'est le salarié. Aujourd'hui, on a besoin des employeurs, nous, salariés, et les employeurs ont besoin aussi des salariés. Donc il faut essayer d'harmoniser le tout et qu'on avance ensemble. Voilà. Merci. Je voulais reposer une question concernant le développement de l'appui au dialogue social, qui, me semble-t-il, s'appuie aussi sur la RACT pour présenter ses projets. Je crois que vous y siégez en Aquitaine. Alors du coup, je m'interroge, est-ce que vous savez ce qui fait que chez nous, en Aquitaine, finalement, l'appui au dialogue social, donc ce dispositif qui est quand même intéressant pour les entreprises et les salariés, ne s'est pas développé plus que cela? Alors, au niveau de la RAC, je ne sais pas, je ne siège pas pour la CDT. Non. Par contre, il y aurait aussi une question, on peut se poser une question aujourd'hui, pourquoi la CPRIA est au niveau régional et pourquoi ne pas éventuellement faire ça au niveau du département, au niveau du Pays Basque, sous une forme ou une autre. En sachant très bien qu'il y a la possibilité aussi, il existe aussi des aides au niveau de certains CE, mais on rentrera, j'espère qu'une autre fois on pourra développer un petit peu ça, faire en sorte que des salariés des TPE, des très petites entreprises, puissent justement bénéficier de ces avantages-là. Donc vous partagez la vision de toutes les personnes qui sont déjà intervenues, à savoir qu'il est très important de travailler dans la complexité, tous ensemble, dans un réseau, dans un partage d'informations, de circulation. Pardon ? Dans le territoire. Dans le territoire, sur le plan plutôt local, comme on dit local, d'une façon qui soit plus performante. Et... De toute façon, plus les centres de décision sont éloignés, plus c'est difficile. Donc moi je suis pour la proximité, c'est sûr. D'accord. Moi je ne suis pas très doctrinaire, mais moi j'essaie de... Déjà, pour les petites entreprises, petites, moyennes, si on écoute les hommes politiques récemment, ils ont toutes les vertus. C'est-à-dire que ce sont elles qui créent les emplois, ça se passe beaucoup mieux. Moi, ce que je voudrais dire sous l'angle purement social, quoi. Si j'étais tout seul dans mon entreprise, elle ferait faillite demain. J'en suis bien conscient. Et plus je dois pas être le seul, quoi. Et plus je peux embaucher des champions du monde, mieux je me porte.
Et plus ça va être compliqué au niveau du travail, au niveau des marchés, et plus il me faudra des gens autonomes, etc., etc. Bon, moi je travaille dans le bâtiment, donc les champions du monde dans le bâtiment ne sortent pas forcément d'HEC non plus, mais comment faire en fait pour une PME pour attirer des bons et les garder, des bons, les meilleurs, sachant qu'il n'y a pas de ticket resto, il n'y a pas de CE, il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de... Voilà. Bon. Donc ça, c'est des problèmes. Par contre, qu'il y ait des risques psychosociaux plus dans les petites... je crois bien que... Enfin, je sais pas, personne ne me dit... Je n'ai pas les moyens moi, de vérifier, mais je crois pas que... Je n'ai pas l'impression que ça doit... Enfin, je sais pas. Moi, je pense que J'ai pas de vision globale, mais... beaucoup par secteur. Ouais. Plus que par taille d'entreprise. Bon, moi, l'angle qui m'a interrogé ce matin, c'est auquel... Enfin, ça a formalisé des choses qu'on a en tête. On n'a pas dans le bâtiment. Oui. Risques psychosociaux. Oui. À cause du sport. À cause du sport, oui. C'est sportif le bâtiment. Non, moi, ce qui m'inquiète, ce qui me pose problème, ce qui, je pense, pose problème à beaucoup de TPE, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, alors parlons pas de salaire parce qu'il y a des grilles, parce qu'à un moment donné, on embauche des jeunes, on évite au plafond, enfin, je veux dire, par rapport à ce qui est faisable économiquement et ce qui existe même dans les grilles salariales, quoi. Enfin, un ouvrier du bâtiment, il est vite niveau 4 et puis au-dessus. Voilà. Et on n'a pas non plus, dans des petites boîtes de 10, 15, 20 salariés, on ne peut pas balayer, proposer aux gens une vraie évolution professionnelle, des grandes carrières, des postes d'encadrement. Si le gars qui est devant vous a 50 plus que vous, vous êtes tranquille, quoi. S'il fait son boulot, vous irez à la retraite et puis lui aussi, puis voilà. Donc ça c'est un vrai problème parce que ça peut faire naître de la frustration. Et une des réponses potentielles, c'est individuellement, il n'y en a presque pas, quoi. Je veux dire, c'est de dire aux gens, on peut te donner une formation pour que tu affirmes tes compétences, puis tu vas aller les vendre ailleurs, quoi. Voilà, c'est du sabotage interne, mais on ne peut pas faire grand-chose d'autre à un certain niveau dans les PME. Et moi, j'y vois une limite de la petite entreprise, voilà, par rapport à... Et après, qu'est-ce qu'on peut mutualiser? Je ne sais pas, ça, je n'ai pas réfléchi. Mais la petite entreprise, elle a ses limites, sans parler de limites économiques, du fait qu'on puisse pas... Enfin, on est tous dans un contexte concurrentiel, etc., des prix de revient, des machins, bon, ça, c'est vrai pour tous les métiers. Mais même en termes de carrière, en termes de progression, on est forcément dans un champ qui est limité. On n'a pas un taux d'encadrement suffisant pour proposer à tout le monde des évolutions. Voilà. Je dirais même mieux, les grosses entreprises, à un moment donné, elles ont été pillées les sous-traitants en termes de gens qualifiés. Et c'est vrai que les sous-traitants aéronautiques, par exemple, ils en ont souffert. C'est à cette occasion-là qu'on a pu se rendre compte qu'on payait mieux les gens que dans les grosses boîtes. Peut-être. Si. Ah oui. Ça n'est rendu compte. Ils ont promis qu'elle leur offrait. Il faut attendre. Oui, on parle, alors Patrick Balletz du SAMET, Service d'appui maintien à l'emploi pour les travailleurs handicapés. Donc on aide les employeurs à mobiliser des aides pour conserver, pour éviter les licenciements pour inaptitude, donc aménager les postes de travail, notamment reclassement interne. Alors je me posais la question effectivement par rapport au dialogue social. Si on arrive à mettre en place ce genre de choses, que ça rentre dans les cultures, que ça soit systématisé pour les petites et les grands. Mais comment est-ce qu'il y aurait besoin effectivement d'apprendre comment dialoguer? Donc s'écouter, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place comme des chartes ou des règles de communication et tout ça, je pense que c'est peut-être encore à construire. Est-ce que vous avez vécu ou participé à l'élaboration ou la conception de petits repères, de référentiels, pour apprendre à se parler, à s'écouter? J'ai en tête, je crois, la CNV, qui est la communication non violente, je crois, des choses qui commencent un peu à poindre. Ça, c'est le grand défi en général des écoles de management. C'est-à-dire que quelque part, on n'a pas forcément, pour l'instant, à ma connaissance, la relation n'est pas apprise dans les écoles de management. Le comportement n'est pas appris dans les écoles de management. Et lorsqu'un jeune intègre une entreprise, il va progressivement développer des aptitudes à ses compétences relationnelles.
il y a un vrai défi pour la formation à ce niveau-là, à mon avis. Donc après, il y a un certain nombre d'expériences qui peuvent se mettre en place. Donc Amar en est un exemple au niveau de la médiation, au niveau de la formation. ARP aussi. C'est vrai que pour le moment, il y a peu de... on sait faire des tableaux de bord, on sait lire un bilan, on sait faire beaucoup de choses dans les écoles de management, on peut mettre en place un plan de formation, on peut... je sais pas, enfin, on fait beaucoup de choses, on est formé à beaucoup de choses. Mais l'intelligence relationnelle est totalement absente, à ma connaissance, des cursus traditionnels de formation, je dirais, dans l'enseignement public, universitaire et ainsi de suite. En fait, c'est l'objet de la formation de la constitution d'ARP, de l'association déléguée d'AMAR, en parallèle, qui intervient comme ressource de médiateur, mais nous formons aussi les médiateurs. Il y a des modules dans lesquels, effectivement, les managers qui ne souhaitent pas forcément être médiateurs, mais qui souhaitent intégrer cette compétence dans leur pratique, peuvent évidemment apprendre la CNP, que ce soit la CNP, la communication systémique, l'éthique, la déontologie, enfin tout ce dont on a besoin. La posture de médiateur s'apparente à une posture de manager. C'est-à-dire qu'un manager, lorsqu'il y a un conflit qui est généré entre deux de ses collaborateurs, il a deux manières de faire. Il peut prendre parti pour l'un, prendre parti pour l'autre. Il peut trancher. Il peut trouver une troisième solution. Mais c'est lui qui décide. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Est-ce que vraiment le conflit, il est terminé? Il est peut-être terminé dans l'instant, mais quelques temps après, ça ressourcit si la relation n'a pas été normalisée. Donc effectivement, nous sommes de ceux, à ARP, à Amar et dans d'autres sphères de la société, pour dire que la médiation, le processus de médiation, est une vraie chance pour beaucoup de domaines, et notamment au niveau de l'entreprise et des organisations. Voilà. Alors, est-ce que la personne qui porte la médiation, quel est son positionnement? Est-ce qu'il doit être neutre, c'est-à-dire ni être manager, ni être côté opérationnel, si on peut dire ça comme ça? Alors dans ce cas, ça veut dire que dans une entreprise de petite taille, il faudrait quelqu'un d'extérieur. Comment ça peut se... C'est une digression de ma part. Il est évident que le manager médiateur, c'est une ineptie, puisqu'il est dans l'organisation et il aura beau faire tout ce qu'il veut, il n'est pas forcément neutre. Donc effectivement, l'idéal du tiers facilitateur, c'est quand même la personne extérieure. Voilà. Qu'on soit bien d'accord. Il n'empêche que, en termes de comportement, moi je me suis fait former à la médiation et c'est vrai que je me suis pris à utiliser le processus de médiation dans un conflit entre salariés. Voilà, les réunir autour d'une table et dérouler entre guillemets. Bon, c'est la solution que j'ai adoptée. Maintenant, c'est pas tout à fait l'art de la médiation. Moi, je dirais que ce qui est intéressant dans cette posture de médiateur que tu as, c'est de pouvoir changer en fait de paradigme à l'intérieur même de ton structure. C'est d'autres relations qui se mettent en place. Et ça, disons que c'est tu es en prévention vraiment des conflits au sein de ta structure. Ça, c'est positif. Oui, je voudrais aussi apporter, donc on a parlé de la médiation, mais il y a aussi peut-être d'autres outils à mettre en place dans l'entreprise. Moi, j'interviens parfois sur la gestion de conflits, et je pense que la gestion de risque, aujourd'hui, on sait faire risques financiers, risques environnementaux, et on applique assez rarement la gestion de conflit, la gestion de risque au risque de conflit social. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on a les outils, on a les méthodes de gestion de
indicateurs qui, si on était un peu plus attentif à avoir une écoute beaucoup plus riche et beaucoup plus complexifiée de la situation, ferait qu'on ne passerait pas à côté. Moi, je suis quand même assez étonnée d'arriver parfois dans des entreprises et où la direction, l'encadrement dit on n'a rien vu venir. On est, voilà, tout le monde est en grève, ils n'ont rien vu venir. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il y a quand même des capteurs là qu'on n'a pas saisis. Et moi, je prône plus pour, si on met en place une gestion de risque du conflit, comme on sait mettre en place des gestions de risque, eh bien, c'est d'enrichir ces indicateurs. Hein, vous avez dit, il y a des indicateurs qui ne sont pas bons. Par exemple, l'absentéisme, ça ne veut pas dire que forcément il y a un climat positif ou délétère. Hein, donc, je crois qu'il faut enrichir les canaux de représentation, et il y a les canaux officiels, et il y en a d'autres à construire, je pense, et en plus enrichir ces tableaux d'indicateurs. Merci. Oui, j'aurais souhaité savoir si vous pensiez que ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne peuvent pas rentrer justement dans tout ce processus en amont de la gestion des conflits, puisqu'on part forcément du projet de l'entreprise, on y associe les salariés, normalement, dans une bonne gestion prévisionnelle des emplois et compétences, ce qui facilite notamment le dialogue social, logiquement. Est-ce que ça sera un outil justement dont les entreprises, qu'elles soient TPE, PME, PMI, grandes entreprises, ne devraient pas se saisir? La question est adressée à quelqu'un. Tout le monde? À celui qui se sent prêt à y répondre. En tant qu'ancien salarié, c'était une arnaque, mais... Le GPEC, comme on dit, peut être aussi un nuage de fumée. C'est-à-dire on croit qu'on dialogue, mais en fait, peut-être les choses sont peut-être... Je crois que ça, je sais pas, dans la culture managériale des grands groupes, ça a peut-être fait long feu, je sais pas. Après, il y a une vraie attente. Quand on met en place une démarche, il y a une attente des salariés. Il ne faut pas décevoir. Exactement. Donc, mettre en place une GPEC, donc effectivement, il y a une obligation. Mais derrière, quel est le projet professionnel? Par exemple, chez nous, on a des opérateurs, etc. Donc, une GPEC avec 150 opérateurs, on imagine bien que voilà, on ne pourra pas mettre en place des projets professionnels et des passerelles pour tout le monde. Donc, est-ce que là aussi, ça engendre pas plus de déception, de frustration, comme monsieur disait, si on peut pas faire évoluer les gens tels qu'ils le désireraient? Donc, il faut effectivement le faire parce que nos métiers bougent, l'activité, on a de la concurrence, donc on doit adapter nos métiers au marché, donc on n'a pas le choix et il faut vraiment qu'on forme les gens. Mais pour ça, il y a les plans de formation. Mais après, la GPEC, déjà, dire à 3 ans où est-ce qu'on sera, c'est quand même assez compliqué, même si on a des projets à long terme. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire aux gens qu'on sera capable de tenir derrière ça? Moi, je crois que la difficulté aujourd'hui d'une démarche comme ça, c'est oui, il faut se poser la question quels sont les métiers, les compétences dont on aura besoin et pour l'entreprise et pour former les gens. Mais après, mettre en place un projet professionnel, s'engager sur des choses qu'on ne pourra pas tenir, est-ce que inversement, ça ne va pas détériorer le climat? Enfin, c'est compliqué aussi. Oui, mais ça peut rentrer dans le cadre de ce que vous parlez. Mais ça peut être un élément de discussion, par contre, dans le dialogue social, ça tout à fait d'accord. Dire aux gens que, parce que vous savez, par exemple, on fait des fiches de fonction, hein, moi je suis dessus, donc je peux en parler. On fait des fiches de fonction et des fois, on dit aux gens, mais oui, vos métiers évoluent, donc on va essayer de vous tirer vers le haut pour vous montrer aussi que, voilà, on vous adapte à l'activité et au nouveau marché, aux nouveaux projets qui arrivent. Donc là, c'est votre avenir et le nôtre, donc collectivement, c'est l'avenir de l'entreprise. Donc le faire comme ça, mais à court terme. Mais la GPEC, derrière, une démarche quand même très long terme, de projet professionnel, d'évolution. Aujourd'hui, il me semble qu'on ne sait pas promettre aux gens et qu'on ne saurait pas tenir. Et qui pourrait se retourner contre l'entreprise ou même contre les gens, parce que, quand l'entreprise ne sait pas quel est son horizon à 3 mois, c'est compliqué. Enfin, j'exagère, mais je caricature. Mais c'est un risque, c'est même par rapport à des salariés, c'est pas très honnête. Je veux dire, tout simplement, quoi. Plus la structure est petite, plus c'est sûr, plus c'est difficile. Mais par contre, le fait, parce qu'on parlait aussi de déroulement de carrière, la GPEC, ça peut être aussi un déroulement de carrière. Par le passé, à Turboméca, il y a des gens qui ont fait l'école de Bordeaux et ils ont fini et ils étaient ingénieurs production. Oui, d'accord. Vous avez une école interne, vous avez un centre de formation interne. Non, mais je parle des grosses structures, je ne parle pas de petites structures. Non, mais ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas la GPEC, on n'en parlait pas.
mais ça se faisait. Et on appelait ça des ingénieurs maison. D'accord? Et ils avaient commencé petits. Et il y en a combien qui ont fini chef de production, qui ont fini et tout ça en ayant des formations intérieures. Par contre, ce qui manque en global, c'est justement une veille au niveau de la technologie, voir vers quoi vont évoluer les métiers de demain. On voit très bien que, par exemple, le forgeron, il n'y en a plus. Ça a été remplacé par autre chose. Donc sur le long terme, comme ça, au niveau, et c'est là où il faudrait intégrer ça aussi dans le dialogue social, une veille à ce niveau-là. Et je suis hors sujet, mais j'ai bien peur que dans quelques temps, malheureusement, ce qui s'est passé avec Ruvel, ça va se repasser avec d'autres entreprises. Et donc là, s'il y avait une cellule de veille à ce niveau-là, au niveau du Pays Basque, en disant attention, là aujourd'hui, on sait qu'il peut y avoir des risques parce que cette entreprise a été revendue, voilà. Et ça, oui, ça manque cruellement et ça fait partie aussi de la GPEC. Et j'en termine pour avoir travaillé aussi avec la maison des saisonniers. La maison des saisonniers, donc il y a mademoiselle qui est là. D'accord, mais bon, vous avez travaillé sur le sujet et on en a discuté plusieurs fois. Et c'est vrai que par rapport aux saisonniers, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'un saisonnier puisse travailler l'été à un endroit, éventuellement l'hiver à un autre. Ou alors, s'il ne peut pas travailler, c'est faire en sorte qu'on lui donne une formation pour que demain, il puisse justement intégrer tel boulot ou tel boulot ou tel boulot. Et ça peut faire partir d'une GPEC et aussi d'un parcours individuel. Et ça, il faut l'intégrer. Faire en sorte que demain, pour sortir de la précarité, on sait très bien que aujourd'hui, les pics de production, il y a des pics, il y a des... il faudrait qu'on arrive justement par la GPEC à lisser un petit peu, faire en sorte que les salariés soient il y a plus d'employabilité, entre guillemets, par rapport à tel métier ou à un autre métier. Et moi, je pense que la GPEC, oui, on ne fera pas des miracles, mais il faut s'en servir. Merci. Bruno? Oui, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en termes d'évolution de carrière au sein de l'entreprise, souvent, moi je vois des entreprises aller chercher des postes à pourvoir à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur de l'entreprise elle-même, ces postes à pourvoir pourraient être occupés par des personnes de l'entreprise qui n'ont pas vocation à l'instant T, puisqu'elles occupaient un autre poste. Et souvent, on a de meilleurs résultats en faisant évoluer quelqu'un de sa propre entreprise vers ces postes-là qu'en allant chercher quelqu'un de l'extérieur. Mais ça, c'est toujours pareil. Il faut avoir une bonne connaissance de son entreprise, il faut avoir une bonne connaissance des gens qui composent l'entreprise, il faut avoir un bon dialogue avec les chefs de service, et je crois qu'il y a énormément d'entreprises qui fonctionnent comme ça, mais par contre, il y a peut-être beaucoup de grandes entreprises qui, elles, ne fonctionnent pas comme ça. Si je me permettrais, c'est aussi une forme de management, c'est-à-dire que les cadres, on les fait partir d'une structure, d'une entreprise à une autre, et c'est justement un roulement, c'est vraiment voulu. Faire en sorte que le responsable ne reste pas trop longtemps sur le même poste. Moi, je vous dis, mon chef de groupe de vente, c'est quelqu'un que j'ai embauché dans le cadre d'un contrat de qualification. Et il a évolué. Dernièrement, je pratique pas tout à fait à une échelle le métier de loueur de voiture que Benoît Dulin, mais à ma petite échelle. Et j'avais donc une démission parce que pour des questions personnelles, la personne devait changer de région. Eh bien, c'est un préparateur, donc une personne qui nettoyait les voitures, qui aujourd'hui a remplacé cette personne et occupe le poste de gestion du pôle location de notre entreprise. Alors, ça ne se présente pas toujours, mais je crois qu'à l'intérieur de l'entreprise, le chef d'entreprise, en bon patron qu'il est, se doit d'étudier ses pistes. Et souvent, il ne peut qu'être satisfait du résultat. Moi, je fais partie d'une structure d'accueil du cadre en recherche d'emploi. Alors, la GPEC, je n'emploierai pas le même terme que vous, je ne dirais pas que c'est une arnaque, mais c'est une boîte un petit peu fourre-tout, parce que, ou bien le chef d'entreprise joue le jeu, souvent pas en interne, d'un seul coup il découvre qu'il faudrait telle compétence, souvent il va la chercher ailleurs. Donc c'est un phénomène de frustration. Il induit un phénomène de frustration qui génère du stress, sans le savoir, peut-être probablement sans le vouloir. Résultat des courses, quand vous faites partie du personnel d'encadrement,
ça va moins bien. Vous parliez ce matin dialogue social, etc. C'est vrai que du côté des cadres en recherche d'emploi qui ont des compétences, souvent des compétences transversales, les recruteurs ne vous font pas de cadeaux et la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, c'est pas génial non plus, mais je n'ai pas dit que c'était une arnaque. Merci. Alors, maintenant nous allons finir avec Nicole Calonado qui a siégé pendant 15 ans au Conseil de Prud'homme et nous avons siégé pendant 5 ans ensemble. Et donc avant de l'interroger, je voulais partager avec vous juste un petit bout du livre de Béatrice Brenner qui a siégé à la Chambre sociale de la Cour de cassation et qui était présidente aussi de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble et qui a été justement à l'initiation du développement de la médiation en France il y a plus de 20 ans et de la création du groupement européen des magistrats pour la médiation. Et elle dit ceci: « Qu'importe parfois au justiciable que la décision ait tranché le conflit à son avantage. » Entre guillemets. « Mon employeur a détruit ma vie, » m'écrivit un salarié qui avait gagné son procès. « Licencié à 52 ans, je n'arrive pas à retrouver de travail. Vous ne savez pas ce que c'est que de vous sentir humilié par les insinuations, les mensonges prononcés pour valider votre licenciement, être humilié par l'avocat adverse, méprisant et hautain. Vous pensez être accusé de crime. Devant le Conseil de Prud'homme, je me serais cru aux assises. Mon employeur a brisé ma fin de carrière, brisé mon couple, nous nous étions mariés depuis 33 ans, détruit ma santé et m'a ruiné financièrement. Pour moi, justice n'a pas été rendue. Cette lettre me plongea dans un abîme de réflexion dès 2002, etc. etc. » Donc, ma chère Nicole, depuis la loi réprimant le harcèlement moral, en fait c'était une introduction sur la difficulté des fonctions de juge, et notamment dans les domaines des relations au travail, du travail. Donc depuis la loi réprimant le harcèlement moral dans les entreprises, est-ce que tu as noté une augmentation des demandes d'indemnisation lors des audiences du Conseil de Prud'homme pour harcèlement moral? Pour harcèlement moral. Mais d'abord, il faut préciser que j'étais dans la section encadrement, donc je ne parle que pour la section encadrement. Et donc, j'ai commencé en 1997. Il y a toujours eu le même nombre de dossiers, en 15 ans, à peu près chaque année, le même nombre de dossiers. Mais il est vrai que petit à petit, on a vu apparaître, pas tout de suite après la parution de la loi, mais dans les 5 ans qui suivaient, des demandes d'indemnisation pour harcèlement moral. Le problème, c'est que on en a vu dans pratiquement 80% des dossiers. Donc ça enlève un petit peu de crédibilité. Bon, on étudie les dossiers un par un et on a pu constater quand même qu'il y avait énormément de dossiers où le harcèlement moral, on pouvait le constater, il existait, mais on n'avait aucune preuve parce que les harceleurs ne laissent pas de preuves. Et ça, c'est la difficulté. Je crois que dans les jugements qu'on a rendus, on a dû condamner, enfin moi, dans ce qui était dans ma, pas dans ma section, mais dans la composition du bureau, je crois qu'on en a rendu un. Voilà. Condamné pour harcèlement moral. Et les autres, on n'arrivait pas à trouver des preuves. Et pourtant, il y a eu des cas, je me souviens de cas assez dramatiques, puisque, bon, je m'en souviens parce que c'était des personnes qui exerçaient le même métier que moi, donc qui étaient cadres dans des établissements de santé, et il y en a deux dans des endroits différents qui sont partis, qui ont été licenciés sur le champ, et il a fallu faire venir une ambulance qui les a emmenés directement en maison de santé, qui ont craqué sur place. Et malgré tout, non. L'intime conviction n'existe pas. C'est la preuve. C'est la preuve, et la preuve, mais on la trouve rarement. C'est extrêmement difficile. C'est quoi comme recevable? Alors, c'est des témoignages, c'est des témoignages. C'est par exemple un cadre à qui vous enlevez progressivement des fonctions. Ça peut être considéré comme du harcèlement, s'il peut le prouver. Et encore faut-il que ce soit suffisamment important. Ben voilà, et je trouve que c'est vrai que dans les dernières années, ça a été de plus en plus.
Et dans les dossiers aussi, on voit des histoires mais de pire en pire. C'est-à-dire que depuis ces 15, au cours de ces 15 dernières années, il y a une évolution, une dégradation des... Il y a une dégradation des conditions de travail, une grande dégradation. Bon, parfois, c'est vrai qu'on peut confondre harcèlement moral et la pression qu'il y a qui est mise aussi surtout sur les cadres, dans les entreprises. Donc c'est vrai que c'est difficile de dire, bon, quand on voit maintenant ce qu'on demande aux cadres d'entreprise, c'est difficile de dire si c'est vraiment de la pression ou du harcèlement. Enfin, on a constaté beaucoup de plaintes contre les managers pour harcèlement moral. C'est-à-dire que même, ce sont eux souvent qui sont l'objet des plaintes pour harcèlement moral. Ah oui. À l'égard des... Bien sûr, dans la section. Et la dégradation de la santé d'une personne n'est pas constitutive? Non, il faudrait que ce soit, mais vraiment... vous savez, quelqu'un qui est en dépression, il peut être en dépression, on peut dire que les conditions de travail lui rajoutent, on dit souvent ça rajoute à sa dépression, mais la dépression a souvent d'autres causes, parce que il n'y a pas, quand ça va mal dans le travail, souvent le reste suit. Une personne qui est mal dans son travail n'est pas bien quand elle rentre chez elle. C'est difficile de dire allez, je pose tout et youpi, maintenant on passe un bon week-end. C'est très difficile. Donc tout se dégrade progressivement et quand ça dure sur des mois, on ne peut pas, vous êtes au travail 8 heures ou 10 heures par jour, on ne peut pas dire que c'est forcément le travail. Quand après avoir été mis au placard, vous êtes licencié, que ça induit un divorce, une vente de maison, et c'est souvent, et c'est très souvent, on le trouve dans les dossiers. La personne qui dit j'ai tout perdu, et voilà. Et donc, comme disait Françoise dans le livre, c'est vrai que nous, on a l'impression, enfin quand on voyait les dossiers, on avait l'impression qu'il fallait absolument essayer de faire quelque chose, parce que la personne qui est là, c'est l'histoire de sa vie, quoi. Pour elle, c'est le procès de sa vie. Et quand on renvoie quelqu'un avec rien du tout, des fois, ou même avec quelque chose, il ne faut pas oublier que c'est quand même quelqu'un qui souvent a dépassé 50 ans et qui ne retrouvera pas de travail et qui voit tout s'écrouler, tous ses projets d'avenir, et qui en plus, et ça c'est pas négligeable, a une fin de carrière minable. Parce que quand vous partez à la retraite, bon, c'est quand même bien. Moi je sais, quand je suis partie à la retraite, j'ai eu de la chance, on m'a fait une fête, c'était très bien. Mais quand vous êtes licencié tout près de la retraite et que vous partez comme ça, c'est quelque chose qui vous quitte pas. Ça peut pas, vous pouvez pas l'oublier. Et sans compter qu'on a rallongé la durée de cotisation. Aujourd'hui, un cadre qui a commencé à travailler, normalement par les études, il a commencé à travailler plus tard. Donc pour pouvoir avoir et prétendre à une retraite pleine et entière, il faut qu'elle aille bien plus loin que les 60 ans. Voilà. Donc, et c'est vrai que ce que tu dis là, on le rencontre partout. Des gens qui sont harcelés au milieu du travail. En plus, dans des petites structures, il n'y a personne qui sont en capacité de témoigner par rapport à la personne qui est harcelée, parce qu'ils ont trop peur de perdre leur travail. Il y a autre chose. Surcharge de travail, donc la personne craque aussi pour avoir... Mais bien sûr, ou des objectifs inatteignables. C'est vrai qu'on vous dit, bon, vous aurez une prime aux objectifs au moment de Noël, et bon, c'est facile de vous dire, vous n'avez pas atteint vos objectifs. Même si pendant toute l'année, la personne, c'est vraiment... Oui, ce qui est stressant, c'est la double contrainte. Et de la base, parce que les salariés, les managers sont sous pression aussi. Bien sûr. Et c'est le management qui, donc, effectivement... Bien sûr. Il y a beaucoup de suicides chez les patrons aussi. Ah oui, mais oui, absolument. Tout à l'heure, vous parliez du contrat de bonne foi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en voit de plus en plus souvent des cas, des gens qui n'acceptent pas les remarques. Et il y a beaucoup de cas de harcèlement où finalement le mot harcèlement est un peu galvaudé, on l'utilise, il y a un problème relationnel, hop, c'est du harcèlement, on le voit assez souvent. Donc moi je demande aux gens d'être prudents avec le mot harcèlement. Oui, elle est harcelée, bon attendez, attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un problème relationnel, c'est normal, hein, l'humain il est comme ça, bon. Mais c'est vrai aussi qu'on
a vu des cas où les gens déclenchent des situations de harcèlement parce qu'ils n'acceptent pas qu'un poste évolue, qu'une activité prenne un petit peu des tâches supplémentaires, etc. Et du coup, on se retrouve dans des situations où c'est le manager, en fait, qui se retrouve en position de harceleur. Alors lui, qui n'a rien compris à ce qui lui arrivait, il se retrouve avec des lettres, il devient bourreau presque à son insu parce qu'il ne comprend pas. Donc, alors c'est vrai que dans la notion de harcèlement moral, il n'y a pas forcément la volonté aussi de harceler. Donc des gens se retrouvent harceleurs sans le vouloir, donc, et ça crée des dommages collatéraux aussi, des fois. Donc, en entreprise, moi je généralise pas du tout le harcèlement moral, mais et je ne prends pas parti, mais d'un côté comme de l'autre, moi je l'ai vu, ça crée vraiment aussi des situations de mal-être pour des managers à qui, c'est vrai, on demande beaucoup. Voilà, et donc le harcèlement, c'est vraiment à prendre avec prudence, et c'est vraiment un mot qu'on utilise maintenant à chaque fois qu'il y a un problème, ou en tout cas une difficulté relationnelle entre deux personnes. Moi, je vais vous raconter une anecdote pour finir, après je vous laisse la parole. C'est quand je travaillais, j'avais un salarié qui travaillait à mi-temps. Et il arrivait le matin et il allait prendre son petit déjeuner. Il restait pendant 3/4 d'heure. Un jour, j'ai dit, bon, c'est assez, je suis allée le voir et puis je lui ai dit, maintenant, il faut arrêter. Vous arrivez, vous travaillez 6 heures, bon, vous n'avez pas besoin de prendre le petit déjeuner en arrivant. Donc, il est allé se plaindre que je le harcelais. Il est allé dire, je suis harcelé par la cadre. Donc, bon, je l'ai appelé, je lui ai expliqué ce qu'était vraiment le harcèlement, parce qu'il a été suivi par personne, hein, quand même, heureusement. Je lui ai expliqué ce que c'était vraiment le harcèlement, et puis, bon, ça s'est arrêté là, mais c'est vrai que ça se voit aussi, les gens à qui vous demandez de faire leur travail, parce qu'évidemment, les conditions de travail ont changé. Autrefois, on avait plus de temps. Moi, quand j'ai commencé à travailler, on avait quand même plus de temps, il y avait plus de personnel, et il y avait beaucoup moins de pression. Mais bon, il a fallu s'adapter. Et il y a des gens qui s'adaptent peut-être moins bien. Moins bien. Oui, je voulais juste rajouter. Il y a de tout. En fait, il ne faut pas confondre harcèlement moral et pouvoir disciplinaire de l'employeur. C'est-à-dire, en fait, si objectivement, les directives qui sont données par un supérieur hiérarchique vis-à-vis d'un de ses subordonnés sont justifiées pour la bonne marge de l'entreprise, c'est tout à fait logique que ce soit fait et répété. Pour répondre à ces dames là-haut, en termes de réparation des préjudices subis, il y a un nouvel arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2012 qui précise qu'il y a une double réparation pour le harcèlement moral, au titre du harcèlement lui-même et au titre de l'insuffisance ou de l'absence du respect de la prévention des risques professionnels. 6 juin 2012 Oui, c'est le numéro. Vous avez de quoi noter ? Numéro 10-24 694. RATP. Eh bien, merci beaucoup. Celui-là, il est bien. Celui-là, il est tout frais. Merci Ouais. bien. Alors, Michel Perrault, puisque après avoir ouvert cette journée, je te propose de la fermer. Très honoré d'avoir le mot de la fin. Je pense que ce qui est en question en débat, c'est de dépasser les RPS, dépasser le harcèlement moral et finalement de remettre de la reconnaissance. Le terme a été évoqué. Alors, il me semble que reconnaissance, ça renvoie à création d'espaces d'échange. Alors on a évoqué les entretiens individuels comme étant un espace d'échange. On a parlé du dialogue social qui peut ne pas exister quand il n'y a qu'une seule des deux parties. Il y a aussi le dialogue social qui existe, mais qui n'est pas efficient, qui dysfonctionne. Et plus globalement, je pense que l'entreprise doit créer des espaces d'échange un peu partout, à tous les niveaux, en individuel, en collectif, pour permettre au système de fonctionner. Peut-être une autre remarque. On a vu qu'il y a eu un échange qualifié de dialogue social. Et moi, si j'étais en intervention, je dirais aux partis qui veulent améliorer la qualité de leur dialogue, ce qui n'est pas forcément... Mais il n'était pas bon, le nôtre. Il était bon. Alors, je leur dirais qu'ils sont dans un débat d'arguments, dans une discussion, et que le but, finalement, c'est d'emporter le morceau
en utilisant les arguments les plus convaincants et que du coup c'est pas du dialogue. Le dialogue suppose la prise en compte du point de vue de l'autre et est très différent du débat tel que le débat politique où l'un cherche à avoir raison sur l'autre ou donner l'impression qu'il a raison. Et donc la question du dialogue, enfin du vrai dialogue, suppose effectivement un apprentissage et suppose aussi une éthique. Alors quelqu'un a parlé de charte et aussi donc cet apprentissage est réalisé probablement in vivo et pas seulement dans les bouquins. La CNV peut être une ressource, mais c'est aussi un apprentissage que les partis doivent faire à tous les niveaux. Et puis pour conclure, je pense que le manager a un rôle à jouer dans cet apprentissage du dialogue et un rôle de facilitation de l'échange et du dialogue pour que son équipe tout simplement fonctionne au mieux, sans être forcément un médiateur. Voilà. Oui, ça peut conclure. Pas d'autres questions? Ah. Oui, effectivement, je m'interrogeais par rapport à l'équité. On parle de reconnaissance, on parle donc une reconnaissance individuelle par rapport à l'employeur. Et effectivement... Autre type de rémunération pour régler ce genre de problème. Donc je pense que la concurrence interne est un facteur de stress au travail. Donc quelque part, alors dans le sujet que vous abordez, moi personnellement, j'ai eu une personne qui a eu un accident dans sa vie et qui faisait un métier et qui ne pouvait plus le faire. Donc la question était de savoir comment aménager son poste et comment le faire accéder à un nouveau poste. La difficulté dans ce type de contexte, donc on parle d'une personne handicapée qui a un accident de voiture, qui devient handicapée, qui revient dans l'entreprise et qui ne peut plus exercer le métier pour lequel il avait été embauché. Donc là, on fait appel, ou pas d'ailleurs, mais on aménage son poste, on aménage ses horaires, on aménage l'entreprise éventuellement pour qu'il puisse monter un étage avec... Enfin bon, après, il y a tout un tas de choses. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que cette personne ait vraiment le sentiment d'être comme les autres? C'est une question que je vous pose. Il ne sera jamais comme les autres. Alors après, comment le valoriser lui, c'est ça qui est important. Mais il a été contraint de faire un métier qu'il n'a pas choisi. Il a un horaire aménagé. Il a un poste aménagé. Il a donc, par contre, il est salarié de la même façon. Il est dans les mêmes plannings. Enfin bon, je veux dire, c'est un salarié comme les autres. Mais il faut, par un management de proximité, faire en sorte que cette personne se trouve normale. Ça, c'est clair. Et elle sera pénalisée par le collectif si jamais elle est parachutée dans un service. Hier, j'ai eu effectivement une personne de la fonction publique qui me disait cette personne qui est inapte sur ce poste, on va faire comme pour les autres. On va prendre de ce poste-là, on va la replacer sur un autre poste. Je dis, mais attendez, le gars qui est sur le poste là, qu'est-ce que vous en faites? Quoi? On le met là-bas. Alors, vous intervertissez, qu'est-ce qu'il en pense, le gars? Oh, écoutez, ça se fait comme ça. Ça se passe comme ça. On va croiser les doigts. Effectivement, il y a une source de frustration. Bon, donc on va conclure alors. Donc je vous remercie tous d'avoir été là. J'espère que les échanges qui ont eu lieu vous ont apporté des connaissances supplémentaires ou une vision des choses un peu différente. L'objectif que nous avions aujourd'hui et que nous avons de manière permanente à Arp, à Amar et à Dourbe, compétitivité, c'est de mettre ensemble des gens d'univers différents
pour travailler sur un même sujet, pour que les visions des choses soient échangées et qu'on puisse trouver des solutions sur le territoire qui soient des innovations. Parce que nous pensons tous que les autres nous apporteront beaucoup dans nos pratiques. Pratiques de chef d'entreprise, pratiques de médecin du travail, éventuellement pratiques d'inspecteur du travail, de syndicalistes patronales, de syndicalistes patronaux, de direction des ressources humaines, de juges au prud'homme, de sociologues, de psychosociologues. Oui, il a dit 2 fois patronat, vous avez remarqué, il n'a pas dit ça. J'ai dit salarié. C'était une promotion. Ce qui est important lorsqu'on s'attaque à un problème, et dans nos entreprises c'est la même chose, c'est notre capacité de créativité par rapport à un problème. Et nous pensons, avec Art Padour Compétitivité et Amar, que cet échange est de nature à trouver et à mettre en place des solutions innovantes dans le territoire, puis peut-être un jour plus loin. Soyons fous. Soyons fous. Merci à tous.